Bon, ben, il faut démarrer. Hein. Donc, bienvenue. Merci aux organisateurs. Du coup, je sais même pas, il y a Vincent surtout, Vincent Cousin. Ouais. Attends, moi je vais faire une meilleure présentation que ça, là. Conférence prise 2. Il n'y a personne pour présenter Pascal cet après-midi parce que c'est une création collective, cette conférence-là. Donc, on n'a pas nommé une personne en particulier, mais c'est l'ensemble des collègues, là, de Diane, à Jean-Marie, à Moïse, à Jean-Philippe, moi-même, Louise, qui n'est pas là, qui avons rêvé de pouvoir entendre le travail de Pascal, de pouvoir lui donner un espace pour qu'il puisse nous partager ce sur quoi il travaille. Et donc, c'est comme ça que je vais le dire. Entre nous, on sait tout le monde qu'il est très nerveux. Fait que si vous voulez le dire très, très, très fort. En fait, c'est très gentil, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, l'idée, le rêve, c'est quand même qu'il y a c'est pas moi, là, c'est qu'on tous, toi tu vas y passer, Daniel, bientôt. C'est quand ta date? Pas tout de suite, non, le mois prochain. La semaine prochaine, on a Pierre Bertrand. Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait une série de rencontres autour de conférences pour échanger, partager nos travaux. Et si c'est moi qui essuie les plâtres, bon, on y va. C'est vrai que je suis nerveux parce que au début c'était présenté, quand j'ai dit oui, c'était comme une petite réunion où on devait se retrouver avec quelques étudiants entre nous, puis là ça devient un truc un peu public, il y a plein de gens que je ne connais pas dans la salle. Donc ça monte un peu le niveau, et puis ça a monté le niveau d'excitation, de stress aussi, parce que du coup, comme c'était a priori quelque chose d'un peu intime, moi j'ai fait mon fou, là j'ai lancé le truc qui me préoccupe en ce moment, qui est le passage de l'inconscient écologique au soi écologique, et l'éco-psychosociologie. C'est tous des trucs qui n'existent pas encore, enfin qui ne sont pas très calés conceptuellement. Ça n'existe pas, j'exagère, mais c'est pas très calé. Et donc j'ai lancé ça comme ça parce que c'est en ébullition, parce que je suis dans un début de recherche en collaboration avec une équipe en France dirigée par Oran Bischoff, que je citerai, qui a créé une des premières licences, un baccalauréat comme on dit ici, en éducation relative à l'environnement, etc. Donc voilà, après une fois que je me suis rendu compte que c'était public et puis qu'il fallait quand même que je propose quelque chose d'un peu structuré, je me suis rendu compte que mes idées, et ça on dit tout ça aux étudiants, quand il faut formaliser, là on se rend compte que nos idées qui nous semblaient à peu près claires dans notre esprit, quand il faut les mettre dans un PowerPoint, là on se rend compte qu'il y a des trous et qu'il y a plein... Donc voilà, je vais vous présenter un travail avec plein de trous. Mais moi ça m'a fait beaucoup avancer, donc déjà c'est donc pas fini, mais ça m'a fait avancer. Voilà, allons-y. Donc bon, je vais commencer par un truc un peu c'est déjà cette histoire de soi écologique. Donc le soi, moi je travaille sur l'auto-formation, la formation, comment on se forme soi-même, ça fait 30 ans. Donc en fait ce que je vais vous dire là, d'une certaine, c'est bizarre parce que en même temps ça n'a rien de nouveau pour moi, c'est des choses que je travaille depuis 30 ans, sauf que je ne les avais jamais travaillées. Je pense qu'avec la crise écologique et ce qui se passe depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est un aspect beaucoup plus radical de prise de position par rapport à la situation de la Terre, et qui était implicite dans le modèle auto-éco-formation, mais qui devient explicite. Bon, j'y vais parce que... Allons-y. Alors, soi écologique, je vais commencer par Arnaud Naès, qui est un philosophe qui a été un des premiers à penser l'écologie
ce qu'on appelle profonde, en opposition à une écologie superficielle, spirituelle et superficielle. Donc nous nous surestimons, et j'insiste sur le nous, nous avons tendance à confondre notre soi avec les trois égaux. Ça c'est nice. La nature humaine est telle que si nous atteignons une maturité assez englobante, il nous est impossible de ne pas nous identifier avec tous les êtres vivants, beaux ou laids, petits ou grands, doués ou non de sensations. On va y revenir, mais déjà ça pose l'idée d'un soi écologique comme un travail, un travail ou un processus d'élargissement de nos identifications, de nos appartenances. Donc je vais commencer un peu par un rappel là, de travaux sur lesquels je suis depuis longtemps par contre, que quand on parle d'auto-formation, d'auto-éco-formation, il me semble que, et même si les travaux d'Edgar Morin, des choses dont je vais vous parler sont assez connues, même si ça a été écrit dans les années 80, c'est pas encore entré dans nos têtes. Je pense qu'on est profondément, enfin je ne suis pas le seul à le penser, Bateson l'avait déjà dit avant Morin, on est tellement conditionné par 400 ans de pensée analytique, enfin quand je dis on, c'est les personnes des sociétés scolarisées, on va dire, des sociétés modernes, technoscientistes scolarisées. Nous avons été formatés dans une pensée analytique, c'est-à-dire analytique qui découpe le réel, et le basculement à une pensée même dialectique, c'est pas encore fait, et dialogique, enfin une pensée qui relie les choses au lieu de les découper, pour se faire simple, c'est pas gagné. Et notre idée du moi, du soi est très, je vais insister beaucoup là-dessus, est très prise dans ce conditionnement, c'est-à-dire un moi comme un individu séparé du monde. Donc je vais beaucoup insister, peut-être un peu lourdement, sur des concepts qui essayent de nous faire changer nos processus mentaux. Donc c'est pas nouveau, ça vient de ce qu'on appelle des théories de l'autonomie, des théories systémiques, des théories de l'écologie, et aussi beaucoup de la biologie. Un changement de représentation de qu'est-ce que c'est que le soi. Et qui peut nous aider à lutter contre cet individualisme qui nous fait penser le soi comme étant le moi, la volonté et le libre arbitre, etc. Enfin, qui réduit le soi, c'est-à-dire l'originalité d'une personne, à la conscience psychologique. Et tous ces travaux, finalement, une des premières choses que j'ai envie... Et cette représentation idéologique, évidemment, aujourd'hui, c'est ça qui fait le lien avec la crise dont je parlais, elle nourrit et elle est avivée par le capitalisme mondialisé. Et ça, c'est très très important. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus parce qu'on est encore beaucoup dans les luttes ou dans les mouvements alternatifs sur une vision qui n'est pas complètement fausse. Je veux dire, des méchants capitalistes, il y en a quelques-uns. Il y a surtout des capitalistes aveugles. Il y a surtout des fonds de pension, des REER. C'est eux qui sont réellement les forces aveugles. Elles ne sont pas si aveugles que ça, mais anonymes du marché. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce système-là, pourquoi est-ce qu'on a des fonds de pension? Pourquoi est-ce qu'on achète des gros chars? Pourquoi est-ce qu'on va faire des... ce capitalisme, il se nourrit des peurs de l'ego, de son désir de continuité, de sa soif de reconnaissance, etc. Donc ce qui m'importe aussi là-dedans, c'est de montrer que, bien sûr, il faudra des réformes économiques ou politiques et pour lutter contre la pollution et essayer de sauver la planète, mais fondamentalement, tant que nos égos ont peur, et tant qu'on ne fait pas ce travail sur la conscience, le système capitaliste, il a de... Enfin, je veux dire, les capitalistes, c'est nous. Mais en dessous de ça, je vais essayer de développer le fait que le soi, avant d'être ce moi apeuré, là, c'est d'abord une réalité biologique. Et que si on pouvait redescendre un peu en dessous de nos couches d'identification du moi et de sa construction individualiste,
On a tous déjà dans notre enfance l'expérience d'un soi qui est pas séparé de l'environnement, qui est en co-formation avec l'environnement. Alors cette réalité, bon, pour les biologistes, c'est évident, hein, c'est-à-dire que c'est une réalité qui non seulement elle n'est pas psychologique, elle n'est même pas spécifique aux êtres humains, elle est à tous les êtres vivants, et même déjà depuis les êtres unicellulaires, qui eux, sans arrêt, pour maintenir leur constitution dans l'environnement, font une computation, c'est-à-dire font des opérations de connaissance entre soi et non-soi, laissent entrer à l'intérieur de leur système un certain nombre d'éléments de l'environnement qui peuvent les nourrir et refusent les éléments qui vont les détruire. C'est exactement la définition du soi en biologie. On peut penser que ce soi, il s'intériorise dans la psyché humaine et avec les différents niveaux du je, du moi, du soi, et qu'ensuite, après, socialement, selon les cultures, il va être plus ou moins... Là, ça, on en verrait sur d'autres travaux de Gilbert Durand sur les structures anthropologiques, mais selon les cultures, il peut être valorisé ou, comment on pourrait dire, cristallisé dans des formes plus ou moins individualistes. Je pense par exemple à un travail, je n'aurai pas le temps de développer, de Leckendorf, qui a travaillé avec les sociétés mayas, qui sont des langues intersubjectives. C'est-à-dire les structures dans la langue, il n'y a pas d'objet, il n'y a que des sujets qui interagissent. Donc quand vous ne pouvez pas parler Là, si je dis Pascal fait une conférence à un public, le public, c'est un objet, vous êtes un objet. Est-ce que dans les langues mayas, on serait obligé de dire Pascal essaie de se faire comprendre à des personnes qui essayent de le comprendre? Il n'y aurait que des sujets en interaction. Et quand on parle et pas juste avec les êtres humains, mais ils ne vont pas faire pousser des tomates au jardin. Ils vont au jardin essayer d'aider des tomates qui essayent de pousser, qui essayent de se donner au monde. Et même quand ils regardent les étoiles, ils ne regardent pas des étoiles. Contemple les étoiles qui se montrent au monde, enfin qui se montrent à la petite. Vous voyez ce que je veux dire, selon les cultures, là je donne juste un rapide exemple, cette intériorisation du soi, elle peut être plus ou moins cristallisée dans des formes séparées ou collaboratives ou fusionnelles. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus. Donc tout ça, ce que j'appelle la boucle d'auto-éco-formation dans un nouveau paradigme d'interdépendance écosystémique. C'est, je vais peut-être, je ne sais pas s'il faut que j'accélère, j'ai tellement de choses à vous dire. Bon, on va prendre le temps. Dans cette nouvelle compréhension transdisciplinaire, le soi est une boucle. Il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur non plus, il est dans une boucle d'interdépendance. Peut-être, et même c'est plus compliqué que ça, une double boucle. La clôture, le couplage structurel, ce que Varela appelle le couplage structurel, ou que Morin appelle la rétroaction, c'est-à-dire l'interaction avec l'environnement, ça c'est la première boucle des approches systémiques. Des entrées, le système vit par des entrées d'énergie et d'information qui viennent de l'environnement, et comme tu peux pas, s'il les gardait toutes, il explose, donc il en relâche aussi dans l'environnement, il s'exprime à la fois mieux. Et cette première boucle de couplage, Bateson, il disait ça c'est le soi, ça c'est l'esprit. L'esprit, il n'est pas à l'intérieur, l'esprit, il est dans l'interaction personnelle. Il va même plus loin, Bateson, il dit c'est l'unité de survie. Il dit jusqu'à présent, on a pensé que l'unité de survie, c'était l'individu. C'est-à-dire tant qu'il restait un individu d'une espèce, quand on est rendu à un, évidemment, l'unité de survie d'une espèce, c'est les individus de l'espèce. Il dit non. Maintenant, on comprend que l'unité de survie, c'est pas l'individu, c'est la relation individu-environnement, organisme-environnement. Et cette citation de Morin aussi, le système doit se... Alors, avec ce paradoxe, c'est qu'un système, effectivement, il a un certain soi, une certaine frontière, on peut dire à peu près où commence et où se termine Pascal, mais c'est pas évident, parce que justement, c'est l'illusion individualiste, vous pouvez le situer corporellement, encore que même corporellement, si on prend la respiration, déjà depuis une demi-heure, on a déjà pas mal mélangé tous nos bactéries. Qui est nous, qui n'est pas nous, déjà, là, je suis déjà un peu fait de vous tous. Mais biologiquement, mais psychologiquement, alors là, je suis fait par une langue, par une culture, par toutes les relations qui me constituent. Alors, où est-ce que je commence? J'ai des relations en France, au Mexique.
quelle est la forme de chacun d'entre nous. Vous imaginez ce qui constitue cette salle, là, de ce point de vue-là. Mais bon, quand même, il y a quand même il y a un certain endroit où je ne sais plus moi, quand même dans l'univers. Donc il y a une frontière du soi, mais en même temps, c'est pas une frontière fermée. Donc c'est tout ce paradoxe de fermeture-ouverture, parce que si le système est fermé, il n'est pas vivant. Donc cette belle citation de Morin aussi qu'on peut répéter tous les matins, parce que ça rentre dans mon cerveau. Le système doit se fermer au monde extérieur afin de maintenir ses structures et son milieu intérieur, qui sinon se désintégrerait, mais c'est son ouverture qui permet cette fermeture. Et ce paradoxe, il va le redire autrement, au sens de la dialogique entre autonomie et dépendance. C'est-à-dire que mon autonomie, l'autonomie du système, elle augmente au fur et à mesure des dépendances du système. En fait, moi je préfère dire des interdépendances. Autrement dit, plus je multiplie les interdépendances avec l'environnement, plus mon système est autonome. Mais en tout cas, l'autonomie, c'est pas de l'indépendance. C'est pas comme ce qu'on nous vend dans l'idéologie capitaliste, c'est-à-dire le fait que je serais un individu tout seul qui peut changer de pays et rester le même et choisir sa vie. Quand je passe de la France au Québec, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même parce que pour exister ici ou pour exister en France, je ne peux pas bouger de la même manière. Quand je vais chez mes amis amérindiens, quand je vais chez les Shoshones ou chez les Montagnais, ben c'est pareil. Mon soi est transformé parce que mes interactions avec les autres ne peuvent pas être les mêmes. Sinon, bref. J'espère que vous avez à peu près... je n'ai pas trop envie de lire tout ça, mais... Ah oui, alors dans tout ça, si on est dans ce... Voilà la citation de Morin, elle développe ce que je viens de dire là sur le paradoxe qui relie l'autonomie et la dépendance. Et en bas, j'ai mis une petite définition de ce que j'appelle l'auto-formation. Donc de ce point de vue-là, l'auto-formation, c'est pas apprendre tout seul dans son coin, c'est la prise de conscience, la compréhension et la transformation des relations à l'environnement social et naturel. Puisque mon auto-formation, je me forme en relation avec les autres, avec le monde, avec les choses. Vivre au Québec avec la neige, c'est pas vivre, enfin, etc. C'est pas comme au Mexique, par exemple. D'ailleurs, mes amis au Mexique, ils ne pensent pas que c'est vrai, qu'il fait moins 30 ici. Ils ne pensent pas que c'est vraiment vrai. Ils ne pensent pas que c'est possible. Donc une boucle de rétroaction avec l'environnement qui me constitue, mais aussi une double boucle qu'on peut dire intérieure avec tous les guillemets, là, du coup. C'est la récursivité du sujet, ou ce qu'on va appeler la conscience de soi. C'est-à-dire que une boucle très mystérieuse où l'objet et le sujet sont la même chose. Donc c'est impossible à comprendre logiquement. Ce qui a fait que la science, enfin, les procédures de science positivistes ont éliminé toute cette partie de la réalité humaine, puisqu'elle n'est pas traitable logiquement. Mais elle est traitable dialectiquement, dialogiquement et chronologiquement. Si elle n'est pas traitable logiquement, analytiquement, mais elle est traitable autrement. On pourra y revenir. Ça va? Je vous embête pas trop avec ces choses-là. Là, je vais encore en mettre quelques couches. Donc, mon premier truc, c'est que je me disais, il faut vraiment qu'on se plante, qu'on s'enlève l'idée du soi, c'est le moi. On est vraiment très, très accroché. Donc, je pilonne là-dessus, mais c'est quand même très fort. C'est vraiment, il suffit de voir Facebook. Là, bon. Alors bon, je citais Piaget, mais j'aurais pu en citer plein d'autres, mais pour les biologistes, c'est vraiment cette idée que le soi et le non-soi, c'est des réalités biologiques. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais peut-être pas le répéter. Et le soi, il est compris comme l'ensemble des molécules en biologie qui caractérisent le génome, et le non-soi par l'ensemble des molécules étrangères au système qui déclencheront des réactions de filtre immunitaire. Et ça peut être très très précis chez nous. Donc avec Morin, on va parler d'autos. On va prendre le mot grec parce que justement, autos, ça me permet d'englober plusieurs niveaux, le je, le moi, le soi. On pourra y revenir là aussi. Et cet autos, qui est l'originalité d'un organisme vivant, on pourrait dire,
maintient son autonomie et son auto-organisation dans ses interdépendances. Donc c'est d'abord une réalité biologique, ah oui. Mais, alors moi je travaille beaucoup, j'ai pas le temps aussi de développer ça, à partir d'un schéma piagétien, mais pas l'histoire des stades et tout ça. Il y a un truc qu'on a souvent oublié chez Piaget, c'est que Piaget finalement, pour essayer de s'intéresser aux structures logico-mathématiques, il est obligé de montrer, il s'intéresse à leur genèse, et il découvre, c'est quand même extraordinaire, qu'en fait, elles sont construites par nos interactions sensorimotrices. C'est-à-dire que c'est d'abord le corps qui pense. Après, bon, on va avoir Varela, tous les travaux sur l'inaction, mais ce sont des schèmes d'interaction. C'est-à-dire que si un enfant ne joue pas avec de la terre, il ne joue pas avec de l'eau, il ne joue pas à manipuler avec ses mains des objets, des poids, etc., toutes les notions d'espace, de quantité, tout ça, ces notions, elles sont des intériorisations de schèmes, c'est-à-dire des structures de gestes d'interaction sensorimotrice qui s'intériorisent dans notre imaginaire, d'abord en images symboliques, l'image symbolique, l'imaginaire. Toutes nos interactions sont mémorisées c'est-à-dire dans le cerveau, on ne sait pas trop d'ailleurs. Enfin oui, dans le cerveau, mais il n'y a pas que ça. Et ils sont intériorisés en images, puis ensuite en langage, en concept. Donc c'est une espèce de... Et à chaque fois qu'on passe quand on est dans le schème sensorimoteur, on est absolument dépendant de l'objet, il va montrer Piaget. Quand c'est intériorisé en image, c'est toute la créativité, tout l'art, l'imaginaire qui va se développer. Parce qu'à partir du moment où l'image elle est stabilisée à l'intérieur, c'est-à-dire l'abstraction du schème de l'objet est stabilisée, je peux l'associer à d'autres éléments. Je peux associer... et donc, c'est toute l'imaginaire qui peut... la créativité. Puis ensuite, quand ça va aller en langage, à chaque étage, on gagne en abstraction, c'est ce qui intéresse Piaget, mais on perd en expérience. Le symbole est beaucoup plus proche le symbole, l'imaginaire, est comme un entre-deux entre notre corps et notre pensée logique. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus. Mais ce que je voulais juste le refaire sentir un peu, pour faire comprendre ça, c'est que notre psyché, notre âme est constituée déjà par l'eau. Nous sommes l'eau, nous sommes de l'eau, de la terre, du feu, du jaguar, des libellules, des montagnes, des cascades. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est rentré dans notre corps et nous pensons comme ça. Il n'y a pas que des Indiens qui se pensent qu'avec des aliments totems. On est déjà constitués. Nos expressions courantes, je veux dire, vont utiliser des images à la lumière, on va dire je me sens léger, je me sens... Enfin, vont utiliser toutes ces images. Notre psyché est constituée par le monde. Donc on pourrait dire, c'est ce que j'essaie de faire sentir là, dès son origine, le soi est écologique. Et moi je mène pas mal d'ateliers, d'exploration de l'écoformation, des souvenirs d'enfance qui remontent, d'expériences d'identification ou de fusion avec l'environnement. Bon, vraiment les enfants, il y a quelque chose qu'on nous a appris à oublier, mais certains ont des défauts de fabrication et malgré l'école, ils n'arrivent pas à oublier. Alors un des aspects aussi qui permet de penser que le soi n'est pas réductible au moi psychologique, c'est tous les travaux qu'on fait. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup pour explorer toutes ces questions concrètement. J'utilise une technique qui est l'entretien d'explicitation de Vermeersch, qui a travaillé avec Varela et Nathalie Desprats aussi, ce qu'on appelle la phénoménologie de l'expérience, ou la micro-phénoménologie de l'expérience. Phénoménologie, pour ceux pour qui c'est la première fois, c'est un mot qui paraît très compliqué, mais phénomène, ça veut simplement dire ce qui apparaît. Un phénomène, c'est quelque chose qui apparaît. Donc quand on a un phénomène, quand on a un apparaître, on a un sujet, ça apparaît dans une conscience, ça apparaît dans un système neuronal quelque part. Donc il y a un sujet et un objet. Mais vous voyez, le phénomène, déjà, il est écologique. Il n'est plus dans la séparation. Là, ce qui est fabuleux dans la phénoménologie, c'est qu'elle, dès le départ, elle casse le paradigme du sujet, de l'objet qui serait relié. Le phénomène,
C'est-à-dire le monde que je suis en train de percevoir, il n'y a que moi qui le perçois. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde que vous percevez. Il n'y a pas du point de vue du phénomène, c'est-à-dire de ce que chacun d'entre nous est en train de percevoir de ce moment-là dans la conscience, il n'y a pas de distinction entre le sujet et l'objet. Chacun d'entre nous perçoit le monde qui est son monde. Bon, mais quand on travaille à partir de... moi, pour essayer d'explorer ces moments d'auto et d'éco-formation, j'utilise donc cette démarche de Vermeersch d'accompagner des gens à décrire le phénomène vécu, l'expérience vécue. Ça va? Et quand on fait ça, et surtout quand ma manière de travailler, c'est d'aller sur ce que j'appelle des kairos, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire des moments où on a réussi. C'est très bête, hein, pour une approche scientifique, je me dis, bon, si je vais essayer de comprendre l'éco-formation ou l'auto-formation, ben, je vais essayer de recueillir des moments où les gens ont le sentiment de s'être formés, ou d'avoir été en relation avec l'environnement, d'avoir plus ou moins réussi cette chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ce travail, ouais, c'est un peu long, un commentaire sur ce diapo, on se rend compte que là où on réussit, c'est que les moments, c'est très intéressant, là je ne parle pas de théorie, je parle empiriquement de quand les gens décrivent les moments où ils ont réussi, c'est que par définition, c'est les moments où ils ont été complètement attentifs, en prise, en relation avec leur environnement physique, social, et du coup, pas du tout enfermés dans leurs intentions, dans leurs peurs, dans leurs désirs, vous voyez ce que je dis? Très paradoxalement, enfin paradoxalement et en même temps non, on se dit, bah oui, c'est évident, mais les moments où on est plus soi-même, c'est les moments où on s'est oublié. On va retrouver ça, c'est très bien dit dans le Zen, c'est les moments où on était... Alors, ça me permet, moi, de dire que le soi, il n'est pas réductible au moi, le moi, il est restreint par l'intentionnalité égocentrique. Par exemple, tout à l'heure, et même encore maintenant, là, moi, j'ai une intention, c'est de me faire comprendre, j'ai un temps limité, j'ai votre attention, j'ai pas envie de vous ennuyer, il y a un public qui est différent, il y a des gens qui connaissent certains concepts, pas d'autres, etc. Donc, j'ai plein de choses dans la tête qui font que je perçois dans l'environnement que je vois, là, ce qui est nécessaire pour que mon intentionnalité soit réussie. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça, je veux dire. Mais ça peut tellement m'occuper que je peux oublier, je peux tellement être pris par cette intentionnalité que je peux être moins pertinent, justement. Donc, quelque part, il y a rendre fluide cette intentionnalité. Trop de choses à dire là-dessus. Bon, il n'y a pas eu que toutes ces théories d'auto-organisation, d'auto et d'écologie systémique, mais aussi chez Jung ou d'autres travaux, hein, on a cette idée que le moi ne constitue pas la totalité de la personne. Le moi n'est que le sujet. J'aime bien cette phrase quand même. Le moi n'est que le sujet de la conscience. J'aime bien le « que ». Je trouve ça top. Alors que le soi est le sujet de la totalité de la psyché, y compris l'inconscient. Alors lui, il parle d'inconscient, mais chez Vermeersch, et quand on va étudier la pratique, on va voir que l'inconscient, c'est pas juste... il y a tout l'inconscient, mais il y a aussi un inconscient cognitif, c'est-à-dire, et on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qu'on a accumulé comme savoir-faire. Quelle que soit la pratique qu'on fait, que ce soit on apprend à jouer de la guitare ou à donner des cours, ou quel que soit votre métier, votre pratique, la répétition fait que ça s'incorpore et qu'on fait les choses spontanément. Mais en effet, spontanément parce qu'elles sont devenues des habitudes de conduite, je crois, Pierce ou aidez-moi, les spécialistes du pragmatisme américain, c'est devenu des dispositions à agir. Donc, j'aime bien cette citation de Marie-Louise von Franz aussi. On peut considérer le soi comme un guide intérieur qui est distinct de la personnalité consciente. Mais cet aspect créateur du noyau psychique ne peut entrer en action qu'autant que le moi se débarrasse de tout projet déterminé. Je trouve que c'est bizarre qu'on aille dans la psychothérapie, qu'on aille dans le zen, qu'on aille dans l'étude des pratiques.
toujours ce paradoxe que c'est quand le moi arrête de vouloir absolument obtenir ce qu'il veut que ça peut marcher, quoi.